22 septembre 1960, 22 septembre 2024, 64 ans après, quel bilan tiré de cette liberté retrouvée qu'ont fait les Soudanais, aujourd'hui maliens, de leur souveraineté? Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de l'Actu en débat consacrée aux 64 ans d'indépendance célébrés ce dimanche 22 septembre. Nous faisons le point avec Alexis Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Youssouf Sissoko, également journaliste, directeur de publication du journal La Tenance. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, merci d'avoir répondu favorable à l'appel de la télévision TM1. 22 septembre 1960, comme je le disais tout à l'heure, 22 septembre 2024, 64 ans que le Mali a célébré son indépendance, entendez par là libre de la tutelle coloniale et donc investi à se gérer par ses propres citoyens et par sa propre gouvernance. À date, où en sommes-nous de cette mission patriotique? Peut-on être fier d'être libéré à cette date? Monsieur Kalambiri. Non. Non, il n'y a vraiment pas de raison d'être fier parce que nous avons des jeunes qui vont mourir dans le désert et dans la mer. Nous sollicitons encore des gens pour avoir à manger. Nous sollicitons la communauté internationale pour notre sécurité. Nous sollicitons, nous tendons la main et la sébille encore pour des questions relevant de notre souveraineté. Non, il y reste beaucoup de chemin pour une véritable indépendance. Sissoko, oui, 64 ans après, vous êtes fier? 64 ans après, effectivement, je vais abonder dans le même sens que le doyen Alexis. Et il faudrait surtout rappeler à nos téléspectateurs que quand le Mali a accédé à l'indépendance, il faut rappeler d'abord que c'est à la suite, en tout cas, de l'éclatement de l'éphémère fédération avec le Sénégal. Donc le Mali a proclamé son indépendance. Et de cette date, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, quand tu essaies de faire le bilan, franchement, on dira tout simplement que nous n'avons pas bougé. Parce que quand tu compares nos pays, en tout cas de 1960, à certains pays asiatiques, comme la Chine, comme l'Inde, on était pratiquement au même niveau de développement. Mais aujourd'hui, ces pays-là sont des véritables pays émergents. Au même moment, comme il a si bien dit, nous n'arrivons même pas à assurer le minimum, c'est-à-dire que les services sociaux de base, en tout cas à nos peuples. Donc on dira tout simplement que 64 ans, c'est vrai, dans la vie d'une nation, ce n'est pas beaucoup. Mais franchement, en 64 ans, on aurait dû être en tout cas à un niveau de développement plus en tout cas harmonieux et plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc en 64 ans, franchement, on peut dire tout simplement que des jalons ont été posés. Peut-être au cours du débat, nous allons les aborder. Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste encore à faire. Et la souveraineté tant scandée, tant chantée aujourd'hui n'est pour moi que d'un slogan, un slogan créé tout simplement. Alors, on va essayer ensemble de faire d'abord un bilan politique. 60-68 coups d'État. Après, Moussa Traoré, 23 ans de gestion. Renouveau démocratique, 91. Alors, en 91, justement, on a qualifié le Mali de laboratoire de la démocratie sur le continent africain, au moins dans les pays francophones. 2020, un autre coup d'État. 2020 encore, un autre coup d'État. Nous sommes actuellement dans une transition. Peut-on dire aujourd'hui que les choses ont marché? Est-ce que le Mali s'est singularisé par sa maturité politique? Bonne question. Vous savez, il y a peut-être 2 ans, j'ai animé une conférence à Berlin sur ces questions démocratiques. Et un des panélistes, analysant la situation du Mali, a dit oui, vous n'êtes même pas un État parce que chaque 10 ans, vous avez un coup d'État. En fait, ça fait mal, mais c'est une vérité qui est là. Maintenant, on a 2 problèmes au niveau politique de mon point de vue. Un, nous sommes incapables d'analyser selon nos propres prismes. Il nous faut toujours le regard des autres pour nous qualifier. Deuxièmement, je pense qu'il y a peut-être dû à la cassure. C'est vrai que si vous écoutez le bilan du premier régime Modibo Keïta, on peut
c'est mitigé comme les autres, en ce sens que oui, il y a ceux qui vous diront du bien, il y a ceux qui vous en diront du mal. Mais il y avait une éducation civique et politique qui se menait. C'est-à-dire les partis étaient animés du point de vue politique. C'est vrai qu'il y a eu la cassure de 23 ans qui peut expliquer et même justifier cette désaffection que nous avons connue, qui a fait que, pendant le régime, les 23 ans, il y a eu la partie où c'était un régime d'exception. Quand ça a tenté de venir à un système normal, les élections, c'était toujours à la soviétique. Il m'est arrivé, mineur, d'aller voter pour mes grands-parents parce qu'on venait, on vous disait. Donc, on connaît le système. Ça a amené certainement une désaffection. Ceux qui étaient, les mouvements politiques qui étaient dans la clandestinité ont fait de l'animation politique, c'est-à-dire les militants étaient formés vraiment aux enjeux et au militantisme, mais dès que ces premiers sont arrivés au pouvoir, on a abandonné les partis politiques. Maintenant, nous avions eu pendant longtemps une plutocratie. Celui qui a l'argent est élu, celui qui a l'argent est écouté, celui qui a l'argent a la parole. Ça a amené ceux qui avaient les bonnes idées, les bonnes intentions, mais qui n'avaient pas les moyens ou qui ont gagné leur argent à la sueur de leur front, ça les a amenés, ça les a relégués au second plan. Du coup, nous avons vu une désaffection et un autre regard très négatif jeté par la population sur la classe politique. Pendant ce temps, il n'y a plus de formation politique, il n'y a plus d'encadrement et c'est devenu celui qui a l'argent qui est élu. Donc, ça nous a installés dans un système. Si vous ajoutez à cela le fait que le service public n'existe plus, l'école publique n'existe pas, la santé publique n'existe pas, l'administration publique n'existe plus. Donc, ça fait que finalement, il y a peu de choses auxquelles on croit aujourd'hui. Sissoko, oui. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Oui. En fait, à chaque fois que j'aborde en tout cas cette question de coup d'État ou de rupture en tout cas constitutionnelle, j'aurais une pensée pour le Sénégal, qui est pour moi en tout cas un pays modèle en tout cas dans le domaine de la démocratie, parce que c'est l'un des rares pays francophones qui n'a jamais connu en tout cas de coup d'État. Donc, et je dis à qui veut l'entendre que le Sénégal doit beaucoup plus son développement à sa stabilité politique qu'à l'immensité de ses ressources, de ses ressources naturelles. Donc, en fait, c'est vrai, le doyen l'a effleuré. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître quand même que notre démocratie est née avec cet art congénital. Elle est née parce que cet art, c'est quoi? C'est que la base n'a jamais été véritablement impliquée. Alors qu'on dit par démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais malheureusement, c'est devenu une démocratie élitiste. C'est les élites seulement qui décident de tout et qui imposent, en tout cas à la majorité, en tout cas au bas peuple, sa vision, sans que, en tout cas, ce bas peuple ne soit consulté. Il y a une sorte de mépris parce qu'on pense que peut-être le bas peuple n'est pas très instruit et que voilà. Mais tout le temps, le réveil a été brutal. C'est pourquoi les coups d'État, quand tu regardes, quand tu essaies d'analyser, il y a quand même une petite part de réalité, une petite part de raison dans tous les coups d'État. Mais peut-être que ces raisons ne doivent pas justifier du tout un coup d'État, parce que un coup d'État, par définition, c'est un groupuscule, en tout cas muni d'armes, qui s'empare du pouvoir. Donc c'est aux antipodes de la démocratie. Donc moi je crois qu'au Mali, quand tu essaies d'analyser de 1960 à nos jours, en tout cas quand tu prends le régime Modibo Keïta, quand on renversait ce régime-là, il faut reconnaître qu'il était confronté à une crise. Il y avait une crise sociale, une crise économique qui a débuté en 1967.
Et c'est cette crise-là, si vous voulez bien, qui s'est exacerbée jusqu'à ce que les sous-officiers et les officiers, en tout cas subalternes, ont pris leurs responsabilités pour renverser le régime. Mais il faut reconnaître franchement que les régimes militaires n'ont pas fait mieux que les régimes civils. Ça, moi, j'ai cette ferme conviction, parce que Modibo, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais franchement, il faut reconnaître quand même qu'il a posé des jalons, et des véritables jalons pour le développement de ce pays-là, tant sur le plan économique, sur le plan social, et même sur le plan de la formation citoyenne même. Donc la Première République, en tout cas, s'est beaucoup évertuée à faire en sorte que le peuple puisse, en tout cas, pouvoir progresser, quoi. Ensuite, il y a eu 23 ans de grande parenthèse. J'appelle ça, le régime de Moussa a été une grande parenthèse, parce que franchement, c'est vrai, on dira que sur le plan autoritaire, l'État était là, mais franchement, sur le plan développement, le Mali a véritablement régressé. Et en 1991, la démocratie est venue. Et cette démocratie, malheureusement, elle a été très mal pensée et très mal réfléchie, parce que, effectivement, ça dit qu'on ne pouvait pas imaginer qu'après l'avènement de la démocratie, après, si vous voulez bien, les événements du mois de mars, du 26 mars, qu'on pouvait connaître encore des coups d'État. Mais malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, nous avons connu 2 coups d'État. Et malheureusement, nous sommes en transition encore. Et je suis en tout cas de ceux qui pensent que même le plan sécuritaire, franchement, les militaires qui nous gouvernent, c'est-à-dire que le tout militaire n'a jamais été une solution. Alors, restons toujours avec vous. Parlons de démocratie. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie, aujourd'hui, est à l'épreuve de l'urgence du développement? Oui, en fait, c'est-à-dire que quand tu essaies surtout de comparer les différents modes de gestion, moi je trouve quand même que la démocratie, malgré ses tares, malgré toutes ses imperfections, elle est nettement mieux que les autres en tout cas, modes de développement, modes de gestion du pays. Parce que en fait, la démocratie, c'est quoi? C'est que c'est le peuple, justement, normalement, ça c'est le sens étymologique, c'est le peuple d'abord qui doit choisir ses dirigeants. Et c'est le peuple qui doit faire en sorte que ces dirigeants-là lui soient redévables. Voilà. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose, mais si elle est mal utilisée, si elle est mal employée, bon, elle peut aussi créer des problèmes, comme on le dit. Monsieur Kalambiri, la démocratie est-elle à l'épreuve du développement? Non. Non, je ne formulerai pas de cette façon. Vous savez, le développement est global. Le développement n'est pas forcément lié à un système. Je suis convaincu d'ailleurs que si le dirigeant, quelle que soit son orientation, s'il a de la vision, c'est même mieux, disons, il ferait mieux sous un régime dictatorial. Vous voyez, tout ce qu'il y a de bien et de beau au Mali a été fait sous le régime démocratique. Alpha Oumar Konaré, pensez ce que vous en voulez, est le père de la modernité au Mali. Moussa Traoré, pendant ces 23 ans, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de centre de santé. Mais par contre, on connaît des pays où c'est le règne de la dictature, mais les gens ont profité pour faire des choses. La différence, c'est que sous la démocratie, ça vous prend plus de temps à faire. Parce que si vous voulez faire une route ici, il y a des gens qui vont s'opposer. Il y a des gens qui vont refuser de se déplacer. Mais quand c'est la dictature, on vous dit levez-vous, vous vous levez. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Donc, il y a des pays des pays évolués qui sont démocratiques et d'autres grâce à la dictature. Le tout est que les dirigeants doivent avoir une vision. Et cette vision ne doit pas être juste comment me maintenir au pouvoir. Mais j'ai des convictions, je veux amener les gens vers un meilleur avenir, vers plus de bonheur pour la majorité du pays. Ok, justement, on va parler du volet économique après la politique. Le pays, le Mali, c'est-à-dire le Mali, a opté pour le libéralisme économique. 64 ans après, le secteur privé est toujours embryonnaire et une proéminence du secteur informel. Comment expliquez-vous cela? Ce n'est pas ça seulement. C'est-à-dire qu'il y a une délégation du service public à des privés. Si vous voulez vraiment compter, vous ne trouverez pas les opérateurs économiques
au sens premier du terme, se compteraient sur les 10 doigts d'une seule main. C'est-à-dire ceux qui sont capables de créer la richesse sans dépendre de l'État. Et malheureusement, si vous regardez au Mali, les 90% des entreprises privées marchent sur la commande publique. Comment sortir de ça? Vous voyez maintenant toute la difficulté que nous avons, c'est que la commande publique n'existant pas aujourd'hui, les entreprises privées sont exsangues. Donc, l'État n'a pas été capable juste de mettre en place un cadre, de tracer une ligne et de laisser la libre concurrence se faire. Donc, oui, la résultante, c'est que l'éducation ne marche pas, la santé ne marche pas, le service public ne marche pas, les jeunes sont laissés à eux-mêmes, les jeunes vont à l'aventure. J'ai vu récemment une étude qui dit qu'au Mali, un jeune diplômé attend un minimum, presque 10 ans pour avoir son premier emploi. Vous voyez comment c'est grave. Ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre, c'est la faute à l'État qui est incapable de pouvoir solutionner cela. Alors, M. Sissoko, 64 ans après, est-ce que l'économie malienne se porte bien? Non, du tout, l'économie ne se porte pas bien. D'abord, l'option économique, c'est le libéralisme, vous l'avez si bien dit. Et le libéralisme en tant que tel n'est pas une mauvaise chose, en fait, parce que toutes les grandes économies aujourd'hui qui sont citées en exemple sont des économies libérales. Mais sauf que, comme il a si bien dit, au Mali, d'abord il faut déplorer les différentes ruptures constitutionnelles. Et chaque fois qu'il y a une rupture constitutionnelle, ça joue même sur l'économie, etc. Donc sinon, ATT déjà sur ce plan, en tout cas ATT avait commencé à faire beaucoup de choses. Avant ATT, c'est Alpha. Alpha même a créé des banques, en tout cas permettant de financer les petites et moyennes entreprises. Et ATT aussi est venu, il avait quand même continué sur la voie tracée par Alpha Omar Konaré. Donc moi je pense qu'à chaque fois qu'il y a rupture, c'est comme si on mettait le compteur à zéro. Donc c'est ce qui joue beaucoup sur en tout cas l'économie. Sinon, moi je crois que le libéralisme n'est pas mal en soi. Mais il faudrait quand même que le secteur privé soit appuyé, soit soutenu et qu'il y ait des véritables politiques en tout cas de soutien du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui est le véritable pourvoyeur d'économie et de ressources financières. Donc, et si ce secteur-là se porte mal, ça va jouer forcément sur l'économie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous constatons quand même qu'il y a véritablement inflation, il y a véritablement en tout cas des soucis, en tout cas sur le plan économique, parce que tout simplement nous sommes dans une situation où l'État étant géré en tout cas par des gens qui n'ont pas une légitimité certaine, et ils n'ont pas assez de crédibilité pour enlever des fonds, pour avoir de l'argent et pour pouvoir injecter ça au niveau du secteur privé. C'est pourquoi il serait mieux quand même pour notre pays de sortir de cette situation pour que l'économie puisse au moins se sentir, en tout cas, pour faire un ouf de soulagement. Monsieur Calendrier, est-ce que le secteur informel n'est pas en train d'étouffer le secteur formel? Oui, mais en même temps, vous voyez, j'ai suivi il n'y a pas longtemps le président du patronat qui disait que une poignée d'entreprises supportait l'assiette nationale. Est-ce qu'il existe une politique qui rassure premièrement? Est-ce qu'il existe une politique qui va inciter à sortir de l'informel? Parce que finalement, avec une fiscalité lourde, avec les tracasseries, ça amène beaucoup de gens à cette clandestinité. Vous avez chez nous des gens qui sont dans l'informel, mais qui brassent plus que ceux qui osent se déclarer. Donc oui, l'informel tue le secteur formel, mais il faut vraiment une politique incitative. On avait commencé un moment en mettant en place une sorte de taxation assez douce qui permettait aux gens, qu'on appelait l'impôt synthétique, qui permettait d'avoir un paiement unique à partir de certains seuils. Mais pour beaucoup de gens l'ont perçu après comme
un piège parce que ceux qui sont allés à un certain moment, on vous a dit vous sortez de ce cadre parce que vous avez. Donc je pense qu'il faut vraiment rassurer les opérateurs économiques, reconnaître en eux les véritables acteurs de l'économie et du pays. Vous savez, normalement c'est l'économie qui dirige, normalement c'est l'économie qui impulse la politique. Il faut qu'on le reconnaisse, qu'on le place dans ce contexte et qu'on travaille avec. Sissoko, comment on peut faire pour renverser la balance de telle sorte que le formel puisse au moins être dessus quand même de l'informel? C'est-à-dire que pour cela, il a si bien dit, il faudrait quand même que l'État s'implique davantage. Parce qu'il a effleuré, on voit souvent des gens qui ont des sociétés écrans, qui échappent carrément à tout fisc, et en tout cas à toute taxe, mais qui se taillent en tout cas de la part de Lyon en termes de marché public. Nous avons vu des gens comme ça parce que tout simplement ces opérateurs économiques venus de nulle part ont des soutiens en tout cas parmi les hauts placés. Donc c'est justement ce qu'il faut éviter. Il faudrait justement que ceux qui sont formellement installés dans ce domaine, qu'ils puissent en tout cas jouir de tous les avantages, de tous les droits liés en tout cas à leur fonction. Mais s'il faut quand même, chaque régime en tout cas vient avec ses opérateurs économiques et des opérateurs économiques qui n'ont vraiment pas escalité, qui se taille la part du lion, ça tue effectivement le secteur formel. C'est pourquoi souvent, même ceux qui sont dans le secteur formel vont s'installer dans le secteur informel pour pouvoir en tout cas passer par ces mêmes chemins-là pour pouvoir en tout cas bénéficier des marchés de l'État. Donc il faudrait quand même que l'État fasse en sorte que les choses en tout cas se passent normalement. D'accord, nous allons prendre le dernier volet de notre débat, c'est le volet culturel. 64 ans, le pays toujours à la traîne. Pourtant, le secteur culturel et touristique au Mali regorge assez de sites touristiques, assez de potentialités. Alors, que devons-nous faire? Sissoko. Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que pas plus tard qu'hier, je causais avec quelqu'un qui a fait un séjour au Maroc. Il me dit ce que le tourisme rapporte, en tout cas l'économie marocaine, c'est énorme. C'est énorme. Mais pour autant, il faudrait d'abord que le pays soit stable. Donc la stabilité est la première condition. Pour que les gens puissent en tout cas venir, pour que votre pays soit une bonne destination, il faudrait d'abord qu'il y ait la stabilité. Alors un pays qui est en guerre pratiquement ne peut vraiment pas espérer, en tout cas booster ce secteur-là. Donc il y a ce problème d'abord. Et deuxièmement, il faudrait qu'il y ait une vision, que ceux qui nous dirigent aient une vision et qu'ils comprennent que tous les secteurs rapportent en tout cas quelque chose à l'économie, mais il y a des secteurs clés qu'il faudrait valoriser, qu'il faudrait soutenir davantage. Mais malheureusement encore, on est en tout cas à un niveau où, franchement, c'est un pilotage à vue, c'est une gestion au quotidien des affaires et il serait très difficile en tout cas de connaître en tout cas un ouf de soulagement à ce niveau-là. 64 ans, comment faire pour que le secteur touristique culturel puisse apporter assez de devises à l'État? Il faut arrêter juste de dire que, disons, le Mali est un pays culturel et le vivre réellement. Vous savez, ailleurs, on parle d'industrie culturelle. Nous avons la chance que chez nous, il existe du tout. Vous savez, avant la crise, les Arabes viennent chasser l'outard dans le désert. Vous avez des charters qui viennent directement à Djenné, Badjangara et Tombouctou. Vous avez, on a énormément de sites. Je pense que malgré l'existence disons, d'une direction nationale du tourisme, ce n'est pas encore structuré parce que il faut pouvoir vendre des destinations, il faut pouvoir organiser tout ça, que ça soit une véritable industrie, c'est-à-dire le touriste qui vient est sécurisé, n'a pas de problème pour le transport, pour l'hébergement et la restauration. Ça, c'est une chaîne. Il faut qu'on le pense sérieusement, qu'on le mette en place et qu'on puisse vendre la destination Mali. Il reste énormément à faire dans ce domaine-là. Si vous prenez, c'est vrai que, oui, 2002, avec la CAN, ça a été un tournant, mais il reste beaucoup. C'est-à-dire, vous avez au Mali un système d'hébergement, de restauration où c'est la haute gamme, inaccessible à tout le monde, où c'est vraiment le bas de gamme en lequel chacun ne se reconnaît pas forcément. Justement, c'est sur ces notes, on espère que la réflexion
va continuer pour que le secteur touristique et culturel puisse vraiment apporter des devises au Mali. Merci de nous avoir suivis, merci à tous. Merci à l'équipe technique pour cette réalisation de ce spécial. Merci également à nos invités, Youssouf Sissoko, journaliste, directeur de publication du journal Athénance, Alessi Kalambiri, également journaliste et directeur de publication du journal Mali Tribune. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien d'ici là et que Dieu bénisse le Mali.